Monsieur le procureur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, le rôle de la justice est essentiel dans la situation insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie. 8 jours après le début des émeutes, quel premier bilan est-ce que vous pouvez dresser? Notamment, comment est-ce que la justice peut travailler? Est-ce qu'elle peut le faire dans une situation qui reste quasi insurrectionnelle, même si les choses sont un peu calmées ces dernières heures? Oui, vous avez raison, les choses se sont améliorées. Moi, le message que je peux vous donner dès aujourd'hui, c'est que la justice fonctionne, qu'elle a fonctionné en mode gestion de crise. Ça s'appelle un plan de continuation d'activité. On a recentré tous les moyens dès le lendemain de la nuit des premières émeutes pour pouvoir répondre au traitement judiciaire indispensable de l'ensemble des faits qui ont été constatés. Donc nous sommes mobilisés, nous sommes renforcés et nous sommes aussi sereins parce que nous traitons dans le cadre des règles de droit pénal et procédure pénale avec justice. Et je crois que le message à faire comprendre à vos auditeurs, c'est que nous sommes engagés à côté des autorités administratives pour pouvoir judiciariser tout ce qui peut être judiciarisé pour favoriser le rétablissement de l'ordre, et je dirais de l'ordre juste et pas juste de l'ordre. C'est un peu la mission, le rappel qu'avait fait le ministre de la Justice, hein, Éric Dupond-Moretti. Il avait publié une circulaire en fin de semaine dernière en disant que le rétablissement de l'ordre républicain est un impératif et que l'institution judiciaire doit y prendre toute sa part. C'est vraiment le rôle qui vous revient aujourd'hui. Alors c'est déjà ce qu'on faisait, mais c'est mieux en l'écrivant. Ça permet d'assurer une publicité sur les directives du garde des Sceaux et ça permet de travailler en parfaite coordination avec toutes les autorités engagées. Et je veux rendre hommage à l'action des services de police, de gendarmerie, à l'administration pénitentiaire, parce que toutes ces forces qui sont exposées, qui font preuve de sang-froid, contribuent au rétablissement de l'ordre, contribuent à éviter tout engrenage. Et je peux vous dire qu'il faut du sang-froid pour pouvoir travailler sur le terrain. Et ça nous permet d'avoir une augmentation significative des interpellations, une augmentation significative des gardes à vue et des réponses judiciaires qui se déroulent dans les délais du judiciaire. C'est-à-dire que il faut le temps que la garde à vue se déroule, 48 heures, pour que 48 heures après les premières gardes à vue, on puisse avoir des décisions de justice. Et il n'y a quasiment pas eu de classement sur les procédures. Donc soit il y a des déferments, soit il y a des poursuites immédiates, des convocations à des audiences rapprochées, soit des comparutions immédiates. Et dès le premier jour des événements, nous avons chaque jour, y compris pendant la période du week-end de Pentecôte, été présents au tribunal avec des capacités de jugement. Et depuis hier, nous avons mobilisé tous les effectifs, magistrats du parquet, magistrats du siège, greffiers, fonctionnaires. Certains prennent des risques pour rejoindre le palais de justice sur les trajets. Le site judiciaire, c'était notre priorité et aussi renforcé. Et donc, on est clairement, pour répondre à votre question, en capacité de fonctionner. Mais étant donné le nombre de personnes impliquées, le nombre d'émeutiers, l'importance des dégâts, est-ce que vous êtes assez? Est-ce que vous avez des renforts? Combien est-ce qu'il faut de personnes pour arriver à traiter tous ces cas? Alors d'abord, comme je vous l'ai dit, on a mobilisé toutes les personnes disponibles et à proximité. Il se trouve que pour les magistrats et les fonctionnaires, beaucoup étaient dans des zones sécurisées assez rapidement. Nous avons rappelé et fait revenir ceux et les derniers ceux qui sont en dehors du territoire ont pu revenir sur des vols militaires très rapidement. Et puis nous allons bénéficier, et je vous l'annonce puisque cette communication n'a pas encore été faite, de renforts. Deux magistrats sont dans l'avion du président de la République, un magistrat du parquet, un magistrat du siège, pour renforcer le parquet, pour renforcer aussi le tribunal pour la fonction de juge des libertés et de la détention. Nous attendons ensuite, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, d'autres renforts de magistrats et d'autres renforts de fonctionnaires. Mais nous avons d'abord l'engagement de mobiliser tous ceux qui sont disponibles. Et donc nous avons annulé les congés, les formations, et nous avons tout remobilisé sur la fonction pénale. Des renforts, donc là aussi. Vous nous parlez en chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Combien d'interpellations, combien de déferments, combien de condamnations également? Les Calédoniens ont un peu besoin de savoir ce qui se passe exactement. Alors le commissaire communique sur les interpellations. L'interpellation, c'est une personne qui est arrêtée, qui fait l'objet d'un contrôle. C'est pas forcément une garde à vue. Donc il y a toujours un décalage entre le nombre important des interpellations et un nombre plus restreint de gardes à vue. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le 12 mai, on a géré 259 gardes à vue,
que vous avez évoqué tout à l'heure très justement une vingtaine d'interpellations récentes, mais hier on a géré le double en garde à vue puisqu'on avait 43 gardes à vue, et si on prend les 3 derniers jours, c'est 24 plus 23 plus 43, donc vous voyez le nombre de gardes à vue, dont certaines sont toujours en cours, et donc des décisions n'ont pas encore été rendues. Ce qui est important, c'est la typologie de ces gardes à vue, c'est qu'on a une majorité sur des atteintes aux biens, donc c'est des vols, des cambriolages, mais on a surtout une quarantaine et une cinquantaine d'agressions sur les agents de police ou d'agressions sur des particuliers, et ces affaires-là sont priorisées et donnent lieu à des déferrements. Des déferments, ça veut dire qu'on amène au palais de justice les personnes, soit pour une comparution immédiate, soit pour une comparution à délai différé, et là on a décerné sur 37 déferments 11 mandats de dépôt, et il y a eu 2 autres personnes qui ont été incarcérées, donc ça fait 11 plus 2, 13, sur des mises à exécution de peine. Et là, je voudrais dire très clairement les choses. Premièrement, même des pilleurs qui sont pris, comme avant-hier, en flagrant délit de recel, pour avoir dévalisé, même après destruction des grands magasins de Ducos, et qui sont pris en rentrant chez eux, ont fait l'objet de contrôles, d'interpellations, de garde à vue. On a même mobilisé un Puma pour les ramener pour la suite de leur garde à vue, et je remercie la gendarmerie, je remercie les FANC, ce qui a permis de décider en urgence de 4 mandats de dépôt, et ils ont été condamnés hier à des peines de 4 à 8 mois d'emprisonnement ferme, avec pour 2 d'entre eux le maintien du mandat de dépôt. Tout ça pour dire que on cherche à identifier les faits les plus graves, mais des faits qui sont liés aux faits graves donnent lieu aussi à une répression sévère. On va vous dire que c'est finalement pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qui ont été impliquées. Il y a relativement peu aujourd'hui. Alors, la justice va passer, j'imagine, mais pour l'instant, il y a relativement peu d'incarcération pour les émeutes de la semaine dernière. Alors ça va prendre du temps. Alors c'est sûr, si on considère qu'il y a 5000 émeutiers et qu'il faut mettre 5000 en prison, on est loin du compte, et bien évidemment la justice peut fonctionner comme ça. Je rappelle qu'on est dans un état de droit, on ne peut juger que des personnes pour lesquelles on a des preuves. Il y a un certain nombre de procédures qui ont dû être abandonnées parce que les charges n'étaient pas suffisantes ou parce qu'on n'avait pas la possibilité de les déférer, mais on en a d'autres qui ont fait l'objet de décisions de justice immédiates. Il y a une centaine de décisions sur les 259 qui ont déjà été rendues, avec des convocations ou des mesures qui sont déjà des sanctions pour les faits les moins graves, notamment des faits de vol. Quand on prend une personne avec un caddie plein de nourriture, il n'est pas connu, il va y poursuivi et il sera condamné à des peines, mais on ne va pas déférer tout le monde. On se réserve sur les faits les plus graves, les faits criminels, les faits d'agression sur les forces de l'ordre, les faits d'agression physique. Comme toujours, les atteintes aux personnes sont priorisées sur les atteintes aux biens. Mais je vous ai donné quand même un exemple significatif sur des atteintes aux biens. Et il faut que tous ceux qui pillent sachent que s'ils sont pris, ils iront aussi dans une logique de réponse pénale ferme. Il y a eu 6 morts déjà, beaucoup de blessés, mais 6 morts, notamment 2 gendarmes. Où en sont les enquêtes? Est-ce que là, elles ont avancé? Est-ce que les coupables ont pu être identifiés? Est-ce qu'ils ont déjà été interpellés? Alors, pour parler de coupable, il faudrait attendre la condamnation en matière criminelle, c'est devant la cour d'assises. Donc la question, c'est est-ce qu'on a des suspects? Ce que je peux vous dire, c'est que dans ces 2 affaires, immédiatement, des moyens importants, notamment sur le décès du gendarme, pour lequel j'étais, et c'était émouvant à la levée de corps, puisqu'il appartenait à une unité de Melun, et j'avais été procureur à Melun, donc j'avais une touche sensible personnelle sur le sujet. Des moyens importants d'enquête ont été développés, et aujourd'hui, il y a des pistes d'identification, mais formellement, personne n'a encore été interpellé, mais je peux vous dire que tous les moyens de gendarmerie et de justice sont mis en œuvre pour qu'il y ait cette interpellation. Concernant le 2e décès, il ne peut pas y avoir d'interpellation puisque on sait qu'on est soit sur un accident, soit sur un dysfonctionnement technique. Et le parquet de Nouméa s'est dessaisi au profit du parquet de Paris, qui est compétent pour les enquêtes en matière militaire. Et donc c'est Paris qui a pris la suite de cette enquête-là. Il y a également eu des morts civiles en dehors des forces de l'ordre, à Ducos et à Calagomène. Est-ce que là, ça a pu avancer? Là, justement, quand on parle de la justice et de sa capacité à répondre en parfaite articulation avec les services de police, ce sont 2 exemples importants, puisque concernant les faits de Ducos, la personne qui a été identifiée
comme étant l'auteur des 2 coups de feu mortels sur les 2 jeunes gens a été placé en garde à vue, interpellé. Une ouverture d'information pour meurtre a été réalisée. Il a été mis en examen. Il a été placé sous mandat de dépôt. Et donc aujourd'hui, il est incarcéré et l'information judiciaire se poursuit. Concernant Calais-Gomène, là aussi, la situation a été traitée très rapidement. Il y a un décès. Il faut que les investigations se poursuivent en termes d'autopsie, d'analyse technique, mais le travail des enquêteurs et notamment les techniciens d'identification criminelle nous ont permis d'y comprendre un peu plus clair par rapport aux premières informations, aux premières rumeurs. Donc il y a effectivement eu une personne qui, après que son véhicule ait eu un bris de vitre, a foncé sur le barrage. Il y a eu des échanges de feu. Lui, il est décédé. Son fils est blessé, a été entendu. Et une autre personne qui était sur le barrage a été blessée. Pour l'instant, on n'a pas d'identification formelle des tireurs côté barrage, mais là encore, des investigations sont en cours avec les différents éléments techniques qui ont été recueillis et nous avons bon espoir que cette affaire soit aussi résolue comme les autres. Alors on parle des émeutiers, on parle des personnes qui ont commis des incendies, des pillages, des agressions, et les commanditaires. C'est un mot qui revient assez souvent. Qui sont-ils? Est-ce que là aussi la justice s'est penchée sur leur identité et est-ce que une enquête ou des poursuites ont été engagées? Alors, une enquête a été engagée très rapidement et je tiens à souligner la réactivité d'Yves Dupas, le procureur de la République, qui, dès qu'il a pu, a organisé avec les services de police et de gendarmerie et en lien avec les services de renseignement des éléments d'analyse pour pouvoir orienter la constitution d'une équipe d'enquête. Je crois que c'est important de souligner aussi que le renfort d'une 60aine d'officiers de police judiciaire qui sont arrivés de Paris nous aide parce qu'il y a des policiers spécialisés. Et donc je vous confirme qu'une enquête a été confiée à la section de recherche de gendarmerie de Nouméa avec l'appui du GIR, avec l'appui de la division nationale antiterroriste qui sont des OPJ spécialisés pour travailler sur la recherche des auteurs d'infractions d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou de délit, de participation à un groupe armé, mais aussi de complicité par instigation, fourniture de moyens. Et quand on dit instigation, ça veut dire les donneurs d'ordre. Et puis, pour tous ceux qui sont à l'origine de l'instigation, des dégradations, des incendies et des vols en bande organisée. Donc clairement, on cherche à identifier les organisateurs, les commanditaires, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Et avec des chefs comme ceux-ci, ils seront interpellés une fois qu'ils seront identifiés? Alors, une fois qu'ils sont identifiés, qu'on a des éléments de preuve suffisants, ils seront interpellés. Et comme on est sur des faits graves et qu'il y a des faits de nature criminelle, il y aura vraisemblablement, à ce moment-là, la nécessité d'ouvrir une information judiciaire et de saisir un juge d'instruction. Alors, l'état d'urgence a été décrété en Nouvelle-Calédonie le 15 mai. Il rend possible les assignations à résidence. Est-ce qu'elles sont à qui est assigné à résidence? Combien de personnes? On ne va pas vous demander les identités parce que je crois que ça ne peut pas être rendu public. Et puis surtout, ce n'est pas une mesure judiciaire, c'est une mesure décidée par l'autorité administrative, hein, ministre de l'Intérieur au commissaire. Donc les informations évoluent en permanence, mais ce qui est important, c'est qu'un gros travail a été fait au niveau du Haut-Saria pour que des décisions d'assignation à résidence soient prises. Il y en a une trentaine qui ont été signées. Et il y en a 17-18 qui ont pu être notifiées et qui donc sont actives. Et le non-respect de cette assignation est une infraction. Et le fait d'avoir ces assignations permet aussi de s'assurer que les personnes ne vont pas manifester. Et si jamais elles allaient manifester, ça pourrait être manifesté dans une logique d'émeute, hein, pas de manifestation autorisée, puisque les manifestations sont interdites, ça pourrait être des infractions supplémentaires. En tout cas, ça permet une articulation entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Et à ce titre, la coopération et l'échange d'informations est permanent. Alors justement, qui sont ces assignés à résidence? Encore une fois, pas leur identité précise, mais ce sont des organisateurs, des instigateurs, des responsables politiques. Est-ce que le profil peut être un peu esquissé? Dans secret de l'enquête, il y a secret. Et quelles sont les obligations qui sont liées à une assignation à résidence? Il y a une assignation à résidence, c'est rester chez soi, c'est tout? Ou est-ce qu'il y a d'autres obligations? Est-ce qu'il y a impossibilité de communiquer, impossibilité de s'exprimer? Est-ce que vous pouvez
une mesure que on connaît relativement peu. Alors moi, je ne suis pas un agrégé de droit administratif, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'état d'urgence, c'est quand même de l'état de droit, et que l'état de droit suppose que des mesures qui sont des mesures d'assignation à résidence sont des mesures d'assignation à résidence. Il n'y a pas d'interdiction de liberté d'expression, il n'y a pas d'interdiction associée, mais je vous laisse expertiser avec votre sagacité habituelle sur ce sujet avec les autorités administratives. Un mot également peut-être sur les problèmes d'incarcération, problème au camp Est. Il y a eu très vite une petite mutinerie, enfin petite, une mutinerie. Il y a eu une tentative d'évasion. On en est où? On sait que déjà le camp Est est surpeuplé. Si vous devez arrêter, enfin si un certain nombre de gens doivent être incarcérés, comment est-ce que ça va se passer? Alors, plusieurs choses là. Premièrement, il y a eu plusieurs mutineries ou tentatives de mutinerie. Je voudrais souligner, alors qu'on était au moment les plus chauds des événements, le sang-froid du personnel pénitentiaire et la réactivité de l'administration pénitentiaire, de même que la réactivité des services de police et en particulier du RAID, qui a pu intervenir de manière très rapide et maintenir le calme. Une vingtaine d'émeutiers ont été identifiés. Ils feront l'objet là aussi d'enquêtes judiciaires et de poursuites judiciaires, mais pour l'instant, ils sont à l'isolement. Vous savez que là aussi, nous avons, dès le début de la crise, obtenu de la direction de l'administration pénitentiaire, en parfaite articulation, le transfert d'une trentaine de détenus dans la prison de Koné, ce qui a libéré des places. Le fonctionnement de l'application des peines fait que de toute façon, et comme je vous l'ai dit, la justice continue, des personnes étaient en fin de peine, et donc il y a eu des sorties, comme il y a tous les jours des sorties de personnes qui sont en fin de peine, et donc ça a libéré une cinquantaine de places. Il y a des travaux importants qui sont en cours qui permettraient de retrouver une capacité de 70 à 90 places. Donc l'argument selon lequel il n'y a plus de place et que la justice n'incarcérerait pas, ne déciderait pas de mandat de dépôt pour préserver la sécurité de l'établissement, à partir du moment où la sécurité de cet établissement est assurée, à partir du moment où des équipes spécifiques de la pénitentiaire, 12 ERI sont arrivées, à partir du moment où on a la nécessité d'assurer cette répression dans la ligne de la circulaire du garde des Sceaux, c'est pas aujourd'hui un obstacle, mais nous continuons à travailler sur d'autres transferts, y compris sur la métropole, voire d'accélérer les rôles, c'est-à-dire les dossiers d'application des peines qui étaient déjà en préparation sur le mois de mai, sur le mois de juin, pour pouvoir avoir une capacité de réponse. En conclusion, on reproche souvent à la justice son laxisme, vous le savez. Étant donné la gravité des événements qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez nous assurer, monsieur le procureur général, qu'il n'y aura aucun laxisme dans le traitement de ces faits, des émeutiers et des commanditaires de ces actions? Écoutez, si on était laxiste, on n'aurait pas une prison qui est pleine depuis plusieurs années. Donc ce procès à la justice calédonienne en laxisme, d'autres la font en surrépression. Et donc je me dis que quand on est critiqué par tout le monde, c'est qu'on a peut-être raison. Mais donc la répression sera à la hauteur des événements, c'est quelque chose que vous pouvez nous confirmer, Mais je nous crois affirmer ce matin? qu'elle l'est déjà. Monsieur le procureur général, merci d'être venu ce matin dans le studio.